Alors, pour conclure, c'est Denis qui va nous apporter la conclusion, son expérience. Bon, je vais essayer d'être bref parce que finalement, vous avez tout dit et vous avez tout fait depuis des années. Donc, non, pour ma part, à titre privé, je suis de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire je suis l'utilisateur des ressources numériques d'un certain nombre d'organismes où j'utilise certains matériels basiques, s'entend. Et c'est vrai que alors ça a été, c'est pas du film au départ, puisque c'était la généalogie de nos familles. Généalogie, c'était, on prend rendez-vous au secrétariat de la mairie de Moncaut, dans le Lot-et-Garonne, qui n'est présente, la secrétaire, que 2 demi-journées par semaine, et encore quand elle n'est pas ordinaire. Voilà. Et encore, on a de la chance, on habite Toulouse, le Lot-et-Garonne, c'est pas loin, mais il y a de la famille quelque part en Bretagne. Non, c'est pas rentable, que le gasoil aujourd'hui. C'est vrai que la numérisation des documents d'archives, je dirais, d'état civil ou antérieur religieux, avant la Révolution française, c'est à la disposition aujourd'hui du commun des mortels. La quasi-totalité des archives sont disponibles. Les systèmes de recherche ne sont pas toujours les mêmes suivant les archives départementales et ou communales. Je pense à Bordeaux, Nantes en particulier. Donc c'est un peu compliqué, ça s'uniformise. Hein. Moi, ça va vers 7-8 ans, hein, à peu près, que je bosse sur la généalogie. Mais c'est merveilleux. Il est 3 heures du matin, vous êtes insomniaque, vous cherchez un arrière-grand-oncle, etc. Après, je fais abstraction des sites de généalogie qui, eux, ne sont pas des sites d'archives, mais qui sont des sites d'amateurs, et là où vous pouvez aussi avoir des ressources que vous pouvez vérifier ou pas d'ailleurs, extraordinaires. Bon. Alors ça, c'est la vie du consommateur côté archives papier et cassette. Après, il y a la partie patrimoine image familiale. On a la chance, avec l'espace, d'avoir des quantités de photos et un certain nombre de films amateurs. Films amateurs, on va commencer par eux, qui évidemment sont une fois sur 10 pas visionnables parce que les projecteurs n'existent plus, ou ils sont défaillants, ou au moment où on va regarder l'ampoule crame. Et on avait 3 semaines, un mois, on trouvait la même sur Internet. Et puis, les numériser soi-même, ça peut se faire avec du matériel amateur, vrai, qui n'est pas prohibitif au niveau tarifaire par rapport aux tarifs que demandent des entreprises auxquelles vous donnez vos 8 films 8 mm Super 8 et qui vous demandent 15 € la bobine de 8. Vous en avez une cinquantaine d'années, c'est plus très rentable. À la limite, il vaut mieux acheter l'appareil amateur. Mais bon, c'est pas le chemin. Puis vous avez les photos. Alors les photos, on a tous des scanners. Les scanners plus performants, des disques durs costauds, et on numérise les photos familiales. Les photos faites j'ai un scanner qui a une fonction qui permet de restaurer automatiquement les couleurs un peu amochées, ce qui fait que c'est un peu plus coloré que ces photos jolies qui sont plus passées à l'oranger, au verdâtre, etc. C'est sympathique. C'est sympathique, mais quand vous avez mis bout à bout, ne serait-ce que les positifs, il y en a certains, en particulier, c'est une économie qui remonte à l'avant 1900, plus de 100 ans. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Puis là, le numérique, c'est merveilleux. Là, on se retrouve avec quelque chose autour de 2000 fichiers. Alors, en plus, j'étais pervers parce que on les a numérisés en JPEG, fichiers pas trop lourds, mais en TIFF aussi pour pouvoir éventuellement un peu les agrandir, etc. Donc, des formats qui pèsent plus lourd. Voilà. Bon, puis après, il y en a certains qu'on a colorisés, donc ça fait 3 exemplaires. Voilà. Et puis on a des négatifs aussi. Alors, les négatifs, c'est une calamité parce que
D'abord, soit c'est du 24-36, des petits formats, donc s'il faut les mettre dans les réglettes plastiques, bon, puis il y a toujours un espace entre le verre, c'est pas très net. Voilà. Et puis il y a les diapositives. Alors, les diapositives, ne parlons pas, c'est aussi, il faut les numériser avec un gadget, bien entendu, acheté dans un magasin pas cher, et qu'on ramène au bout de quelques jours parce qu'il y a des zones, des bandes blanches, c'est clair foncé, clair foncé. Enfin, maintenant, bon, ils en ont sorti un nouveau modèle, ça marche plus. Voilà. Et donc, on se retrouve avec 2000, 2200 fichiers photos dont finalement, on ne sait pas trop quoi faire et on s'imagine qu'ils sont sauvés. Alors, sauvés pourquoi? Pas tellement pour le plaisir de les numériser, mais moi, la question, c'était ces documents familiaux, qu'est-ce que nos descendants vont en faire? Les films, c'est même pas la peine, ils ne pourront même pas les voir. Et les diapositives, on a encore un projecteur diapo, mais on se rappelle tous des soirées diapo ou des vacances, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Donc, ils ne regarderont pas les diapos. Et puis, en plus, faut-il encore savoir ce qu'il y a dessus? Bon, encore une photo papier, on peut marquer au dos. Une diapositive, si on n'a pas regardé ce qu'il y a écrit sur le cadre avant et encore, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que le numérique, ça présente quand même, pour le particulier qui a un patrimoine d'images, un avantage, c'est-à-dire qu'on peut essayer d'en faire quelque chose. Ça devient pour les documents état civil, on crée son arbre généalogique sur un site, voilà, et on se retrouve avec 21 000 ancêtres en quelques années. On ne connaît pas d'ailleurs, c'est pas grave. Et puis, les documents audiovisuels, mais surtout visuels, on peut encore en faire des montages vidéo soi-même qui permettent éventuellement de retracer la vie d'un père ou d'un grand-père ou les lieux où la famille est allée. Et c'est vrai que ces techniques numériques permettent quand même de faire quelque chose de ces informations, qu'elles soient photos, filmiques. Le film, c'est un peu plus compliqué, mais merci Cinémathèque, puisque moi, je suis en contact avec toi. Et c'est vrai que sans ça, qu'est-ce que nos descendants en feront? Alors, il n'est pas évident que les fichiers numériques, des montages qu'on aura fait ou les disques durs sur lesquels on aura enregistré, etc., passeront le temps nécessaire, seront suffisamment protégés comme peuvent l'être les fichiers professionnels, hein, qui sont dans le cloud, qui sont sur des serveurs à des prix importants. Surtout quand on en a beaucoup. Quand on a 3 ou 4, 10 photos, ça va. Mais après, ça devient compliqué. Mais au moins, on peut espérer laisser une trace d'un passé dont aujourd'hui, les seniors que nous sommes sont encore les témoins. Si je mets les images devant les enfants, si je leur dis pas ce que c'est, ils vont pas deviner, hormis une maison qu'ils ont vue une fois ou deux. Voilà. Et on est encore une sorte de passeur. Et c'est vrai que l'outil numérique se prête bien à ce genre de sport. Voilà. Parce que on peut en faire quelque chose. On peut imprimer un livre photo sur Internet en mettant le grand-père de 3 mois à 80 ans. On peut faire un montage vidéo avec des extraits de films. On peut mélanger films et photos. Et pour moi, utilisateur, c'est vrai que le fait que les outils existent, les institutions existent et que Internet, pour faire simple, existe, c'est quand même une aubaine. Parce que sinon, au prix du gasoil, pour les généalogies, il n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Et pour les films ou pour les photos, en dehors de les mettre dans des albums, en écrivant tout ce que je peux savoir dessus, bon, puis il y aurait eu un album. Aux enfants, un album, pour faire des tirages dont on n'a plus les négatifs 9 fois sur 10. Et puis, on n'a pas le numérique, on ne peut pas les scanner, il faut un message chez un photographe. Là aussi, boum, c'est aussi cher que chez vous, toute proportion gardée. Hein, voilà. Et donc, c'est pour l'utilisateur qui, en particulier pour le privé,
c'est quand même le numérique un outil très, très intéressant. Et le fait que ces institutions, ces matériels et Internet existent, c'est quand même mauvais. Après, chacun fait comme il peut, comme il veut. On y passe du temps. Hein. Par contre, alors là, c'est chronophage. Le jeu, c'était de montrer qu'avec des images neuves, on peut essayer d'en faire des vieilles. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec très peu de matériel, il suffit d'aller glaner sur Internet des rayures, des tâches, voilà, jouer un petit peu avec. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça permet, vous disiez que ça peut être du vrai faux, tout à l'heure, pratiquement. Oui, on fait du vrai faux. Le son n'est pas réellement détruit parce que j'ai fait ça rapidement, mais moi j'ai trouvé des craquements superposés et donc on peut se faire avoir finalement. Et là, qu'est-ce que vous pensez quand Thierry Ardisson interviewe Dalida? Vous avez vu cette séquence? Il y a une huitaine de jours, pendant 2 heures, c'est bien. Thierry Ardisson avait dans un salon, Dalida assise en face de lui, pardon. Ils ont conversé, ils ont échangé sur sa vie, ce qu'elle a parcouru. C'était bluffant complètement. Et là, c'est du traitement par intelligence artificielle complètement.
il y avait une comédienne qui avait à peu près la même stature, qui faisait la gestuelle, et on a réinstallé sur son visage le visage de Dalida, et le mouvement des lèvres était parfaitement synchronisé. Quelqu'un qui n'est pas prévenu, il tombe à la renverse. Hein? Mais vraiment, c'était inquiétant aussi, bluffant et inquiétant. Parce qu'on peut nous fabriquer n'importe quoi. C'est notre question. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu réunis la famille en visio, en mondiovisio, pour une séance avec champagne qu'autrefois on faisait effectivement en Super 8, hein? Comme ça. Non, c'est simplement arriver à leur laisser un document qui permette assez rapidement de retracer tout ce qu'on connaît, en particulier visuellement, sur la vie des deux familles, puisqu'on a la chance d'avoir des documents. Après, ça n'a rien de sensationnel. La généalogie, je la fais pas pour me retrouver avec 350 cousins. Non, c'est pas le but. C'est simplement pour connaître un petit peu les ancêtres, ce qu'ils faisaient, d'où on vient, et être capable de transmettre. Surtout être capable de transmettre, parce que les petits-fils, ils ont... J'ai une question et une observation. On fait souvent, en tant que particulier, de l'archivage familial pour sa propre famille, et ça arrive que la famille ne s'intéresse pas à ça, ou bien que ça saute une génération ou deux. Et la façon la meilleure de s'assurer une continuité, c'est de ne pas se limiter à la transmission en famille, mais aussi à une transmission publique. Et l'archive est là aussi pour ça, et les cinémathèques, mais aussi d'autres archives, les archives départementales, municipales, etc. Parce que justement, les micro-histoires deviennent une partie de la grande histoire. Donc ça, c'est tout à fait passionnant. Moi, je connais des films de famille que la Cinémathèque de Toulouse conserve, qui sont incroyables parce qu'ils racontent vraiment comment, dans les années 50, on était complètement décontracté vis-à-vis de son propre corps. Sur la plage, on avait des gens avec un point costaud, etc., qui bougeaient comme un... Mais aujourd'hui, on serait tous comme ça contre une chaise, en gardant serré son ventre autant que possible. Et là, c'était une liberté, une expressivité des corps, mais ou bien, je ne sais pas, les jouets des enfants, comment les enfants jouaient, comment les parents et les enfants jouaient ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui devient partie de notre histoire et qui est partie de notre histoire culturelle. Rassurez-vous, sur la cinquantaine de films que mon père a fait, il y en a déjà à peu près 35-38 qui sont déposés, alors pas à la Cinémathèque de Toulouse, mais vous en aurez, très certainement, mais donc à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, ceux qui cherchent, c'est Limoges. Cherchez bien, c'est très difficile à trouver. Non, ah non, je parlais physiquement pour trouver le bâtiment et l'entrée. C'est toute notre histoire. Et puis une autre sur le cyclique, qui est la Cinémathèque Centre-Val de Loire aussi, puisque voilà. Et puis il me reste une quinzaine de films. Là, il faut que j'essaye de les voir quand même avant de vous les confier. Mais non, de toute façon, comme je disais, ce genre d'objet, si on n'a plus l'outil pour les visionner, ça sert strictement à rien de les conserver, si ce n'est qu'un jour ou l'autre, ils vont passer à la corbeille. Donc, autant que ce soit préservé, d'autant plus que les cinémathèques font quand même, là on revient peut-être à vos propos, de la communication, peut-être pas assez d'ailleurs, sur la possibilité justement pour les particuliers de
de préserver et de déposer, parce que les conditions sont miraculeuses. Vous les nettoyez, vous les conservez, on en reste propriétaire, on les récupère quand on veut, et vous n'avez que les droits d'exploitation pour gagner 3,6 sous, comme 3,6 sous. Non, mais très honnêtement, je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui, commercialement, essayent de numériser des films à prix d'or. Parce qu'ils ne savent pas se déboucher. Oui, parce qu'en plus, on a une copie numérique du film. Donc, c'est vrai que c'est très avantageux pour le particulier et surtout très intéressant pour le document. Après, tout n'est pas miraculeux dedans. Enfin, bon, il y a peut-être des choses que nous, on n'y voit pas et que les professionnels, au contraire, le défilé de chars dans un bled paumé du Loir-et-Cher en 1954, c'est pas transcendant. Mais ça, par contre, c'est vrai que là-dessus, on se parlait d'en parler de la personne comme ça. Ah bon, les archives, ils les prennent, je ne savais pas. Bon, ben c'est une découverte intéressante. Il faut l'arrêter, Denis, parce que... Je promis que je ne serai pas long. Bon, écoute, on arrive au terme de cette soirée. Il me reste à vous remercier, à remercier nos auditeurs à distance qui ont eu la gentillesse de nous écouter jusqu'au bout. C'est notre dernière conférence de la saison.